Alors, bon, je vais commencer déjà en remerciant l'équipe, hein. C'est vraiment le travail de collègues du CNRS, de l'IRD, de l'Université de Montpellier, des doctorants, qu'on a réalisé depuis à peu près un peu avant le confinement. On a commencé à travailler là-dessus vers le 10-12 mars. En grande raison parce qu'on ne voyait pas grand-chose en fait sortir au niveau de l'analyse de l'épidémie en France. Alors avant, je vais quand même pas résister à faire un petit point sur la situation actuelle dans la recherche française, qui est aussi extrêmement en crise. C'était en crise avant le début de la pandémie. Ça a continué pendant la pandémie. Et là, actuellement, aujourd'hui, je pense que vous êtes tous au courant, mais la loi LPPR, devenue LPR, est en train va être votée aujourd'hui. Et si un certain nombre de collègues accordaient quand même le bénéfice du doute au gouvernement, parce que c'est pas tout le temps qu'il y a une loi de programmation sur la recherche, le constat est à peu près unanime sur la catastrophe de cette loi. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un sondage fait au niveau du CNRS sur un échantillonnage par ridicule, et ce qui a permis de confirmer ce qu'on ressent tous, c'est-à-dire que les demandes principales, c'est sur les soutiens de base de laboratoire et l'emploi sur l'emploi titulaire. Vous noterez que parmi les choix, ils avaient mis les primes qui arrivaient bon dernier. Le gouvernement a réussi à obtenir la signature de certains syndicats, dont la CFDT et l'UNSA, en offrant des primes. Mais pour revenir sur la loi elle-même, là où ils ont été habiles, effectivement, c'est qu'ils ont annoncé le budget jusqu'en 2030. Effectivement, on voit le budget en 2030, on n'a pas tellement l'habitude de raisonner un peu sur 10 ans. On va revoir ça avec l'épidémie de Covid après. Et donc, tout le monde a dit, oh là là, tant de milliards, 10 milliards d'ici, 25 milliards d'ici 2030, c'est énorme. Et les collègues des économistes atterrés ont décortiqué un peu la chose, et en fait, ils ont regardé les précédents budgets depuis des gouvernements Macron, donc sur 2016 à 2019. Et en fait, si vous regardez, bon, déjà, vous voyez que 2020-2021, l'augmentation arrive plutôt après. Et en plus, finalement, l'augmentation est bien moindre que ce qu'on a eu au cours des 4 dernières années. Donc, on a plutôt un budget en recul, et avec un effort budgétaire qui portera à partir de 2022, donc quand M. Macron ne sera plus là. Donc c'est a priori plutôt un enfumage. Et en parallèle, en revanche, ce qui est bien concret, c'est la diminution des postes. Là, je vous ai mis les postes au concours CNRS depuis 1999, avec une régression assez robuste. Quand on trouve ça sur des vraies données, on est assez content. Mais là, malheureusement, c'est une pente de 10 postes en moins chaque année. Donc, vous pouvez calculer à partir de quand le CNRS commencera à licencier ses chargés de recherche au lieu d'en recruter. Et pour conclure sur ce point-là, il y a évidemment un danger en termes de conditions de travail, de précarité, mais aussi un danger au niveau de la science, de la recherche telle qu'elle est faite. Et ça, c'était l'avis du comité d'éthique du CNRS qui pointait les risques en fait associés avec cette généralisation de la compétition, cette précarité, sur la falsification des résultats, mais aussi sur les risques de harcèlement. Et bref, tout cela n'augure absolument rien de bon. Voilà, donc je vais... Et donc oui, pour vous les Parisiens, vous avez une manifestation à 15 h à laquelle vous avez le droit de vous rendre à condition de remplir l'autorisation associée que vous trouverez sur Internet. Nous, c'est plutôt une manifestation en ligne, si j'ai bien compris. Donc je vais vous parler plus de coronavirus aujourd'hui. Ouais. Il y avait une intervention? Non? Non, pardon. Bon, je continue. Vous m'entendez? Oui. Ok, oui, d'accord. on attend la fin pour faire les interventions, d'accord? Ah, ok, d'accord.
Donc, je vais vous parler du coronavirus après, juste pour situer. Donc, moi, je travaille plus, enfin, je fais de l'écologie, de l'évolution, et je m'intéresse à l'écologie et l'évolution des maladies infectieuses, plutôt en général, d'un point de vue de modélisation. Et en ce moment, on essaye aussi d'utiliser en fait ces concepts d'écologie et d'évolution au niveau intra-haute, en travaillant sur les papillomavirus. On fait une étude clinique au CHU de Montpellier. Et donc, ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus là-dessus, j'ai un livre qui ressort là en poche, voilà, qui discute un peu ces interactions entre les pandémies et l'écologie et l'évolution. Donc, voilà, le vif du sujet maintenant, modélisation et Covid-19. La modélisation s'est retrouvée sur le devant de la scène assez vite pour la raison principale qui était qu'on n'avait pas d'options pharmaceutiques, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de traitement et pas de vaccins, qui sont généralement ce qu'on va plutôt mettre en avant, surtout dans les pays riches. Et le fait de devoir s'en remettre à des interventions non pharmaceutiques, comme on dit, a évidemment nécessité le développement de modèles pour savoir quelles étaient les interventions les plus adaptées. Alors, sur la modélisation en général, il y a un proverbe que vous connaissez peut-être qui vient des statistiques qui dit « All models are wrong, but some are useful ». Tous les modèles sont faux parce que le modèle est toujours une simplification de la réalité. Vous n'allez pas mettre l'ensemble du vivant dans un modèle. Donc, le modèle est par essence faux. Toute la question, c'est de construire un modèle qui permet de répondre à la question qu'on se pose. Et pour ça, je pense que je peux passer vite aussi, parce que bon, au muséum, il y a quand même, vous devez quand même être assez exposé au modèle, en particulier au modèle de dynamique des populations, mais le point important, c'est que selon moi, il y a toujours un modèle sous-jacent. À partir du moment où vous allez essayer de comprendre un phénomène, de vous projeter, de dire pourquoi est-ce qu'il y a tant de cas aujourd'hui, comment est-ce que l'épidémie va changer au cours des prochains jours, vous formez un modèle. Nous, effectivement, on va utiliser des modèles mathématiques et statistiques qui sont à un degré de formalisation supérieur. Et les modèles permettent de faire trois grands types de choses. Ils permettent de comprendre, déjà, parce que notre cerveau a beaucoup de mal, en particulier avec les interactions entre différents processus. Ils permettent de décrire l'épidémie. Enfin, il y a des gens qui pensent que les chiffres bruts vont parler d'eux-mêmes. On avait entendu ça, nous, à l'IRD, des gens qui disaient vivement qu'on ait assez de données, comme ça on aura vraiment des chiffres, on n'aura plus besoin de modèles. Mais voilà, vous avez toujours un modèle pour décrire les chiffres. Et ce qui fait évidemment le plus la une des journaux, c'est la prévision, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir faire des prévisions sur le moyen ou le long terme. Alors, la capacité des modèles mathématiques et statistiques, elle dépend, dans le cadre d'une épidémie comme celle-là, énormément des données disponibles. Initialement, quand on a fait notre premier rapport avec l'équipe le 14 mars, voilà à peu près le type de données qu'on avait. C'était les données qu'on récupérait par le biais de l'OMS, qui centralisait un peu les données mondiales. En France, c'était plus compliqué de les avoir. Enfin, je pourrais revenir là-dessus. Et donc là, ça représente l'incidence, le nombre de cas chaque jour. Donc vous voyez qu'il y a des cas qui ont été dépistés en janvier, puis en février, 3 jours, un cas. Et donc toute cette phase-là en saumon, là, c'est le moment où la dynamique de l'épidémie apparaît comme vraiment stochastique. Bon, en fait, elle n'était pas stochastique, mais c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Vous avez des variations entre 0 cas et 10 cas. À partir de fin février, début mars, là, vous voyez qu'on passe sur quelque chose de beaucoup plus déterministe. Et vous aurez peut-être remarqué que l'incidence est en échelle log. Donc là, cette augmentation qui a l'air linéaire ici du nombre de cas dépistés, c'est en fait une croissance exponentielle. Donc quand vous avez si peu de données, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire en termes de modèle. Vous pouvez estimer ce qu'on appelle le temps de doublement. Le temps de doublement, c'est tous les combien l'épidémie double en taille, tous les combien de jours il faut pour que l'épidémie double en taille. Bon, initialement, c'était de l'ordre de 3 jours. Après, ça a un peu ralenti. On le voit un peu là, ça commence déjà à ralentir. Bon, ce temps de doublement, c'est la pente de la droite ici en échelle logarithmique. Hein. C'est rien de. Enfin, vous divisez la pente par un log de 2, mais c'est vraiment rien de très sorcier. On peut estimer le R0. Alors le R0, bon, je pense que tout le monde doit être familier avec ça maintenant, mais c'est un nombre, donc c'est un nombre sans unité,
qui a une interprétation assez intuitive, parce que c'est finalement le nombre moyen de personnes que va infecter une personne au cours de sa période de contagiosité. Et donc là, quand on l'avait fait du 27 février au 16 mars, on trouvait des valeurs de 2,5. Aujourd'hui, on pourrait y revenir, on pense que c'était plutôt de 3 au début, mais c'est ce que je vous disais sur ce temps de doublement. En fait, quand vous allez jusqu'au 16 mars, l'épidémie a déjà un peu commencé à ralentir. Un point important, c'est que ce R0, vous l'obtenez à partir du temps de doublement, mais vous avez besoin de données supplémentaires pour obtenir ce R0, ce que je vais vous détailler. C'est ce qu'on appelle l'intervalle sériel ou le temps de génération, c'est le nombre de jours entre deux infections. Parce que le temps de doublement est une unité en jours, alors que le R0 est sans unité. Donc, vous avez besoin d'une conversion entre les deux. Alors, là où, même si ces modèles sont très simplistes, ça permettait déjà de... ce que je vous disais sur le fait que les modèles aident à comprendre. Un temps de doublement de 3 jours, ça parle pas énormément comme ça, et on arrive assez bien à comprendre qu'en 3 jours, on puisse passer de 10 cas à 20 cas. Ce qu'il faut voir, c'est que ce temps de doublement de 3 jours, il continue de fonctionner, et vous allez comme ça pouvoir passer en 3 jours de 100 000 cas à 200 000 cas, ou de 200 000 à 400 000. Bon, je vais pas détailler le conte célèbre du roi indien qui avait demandé, du savant qui avait demandé comme paiement pour ses services au roi de mettre juste un grain de riz sur la case d'un échiquier, puis 2, puis 4, puis 8, etc. Donc le roi avait accepté tout de suite, et qu'en fait, si vous allez jusqu'à 64, 2 puissance 64, c'est la production totale de riz dans le monde sur plusieurs années. Mais c'est un peu ce qu'on voit ici, c'est-à-dire qu'avec un temps de doublement de 3 jours, si ce temps de doublement était resté à 3 jours et qu'en 2 mois, ça vous fait à peu près 20 doublements, donc 10 puissance 6, 1 million de cas. Donc ça aide un peu, d'une part, à placer l'épidémie dans le temps, c'est-à-dire qu'on voit que l'épidémie n'a pas pu croître à cette vitesse-là depuis novembre 2019. Donc il y a plutôt une origine aux alentours de janvier. Et ça permet aussi de comprendre finalement l'urgence dans laquelle on était. Et donc je parlais un peu de ce nombre de reproductions. C'est là aussi où, en tant qu'écologiste et qu'évolutionniste, on avait des outils qui étaient assez familiers. En fait, vous pouvez obtenir ce nombre de reproductions à partir de l'équation d'Euler. L'équation d'Euler qui vous donne comme ça une croissance de population au cours du temps. Donc si vous avez le temps de génération, une distribution des temps de génération E de GA, enfin GA, et une population qui croît à un taux R, vous pouvez obtenir ce R à partir de cette équation d'Euler, en fait, en gros en intégrant la durée entre 2 générations et le taux de croissance de chaque génération. Là, on est dans un régime discret, donc ça complexifie un peu les choses, et en plus, la croissance exponentielle se justifie initialement, mais assez rapidement, ça ne va plus fonctionner. Et donc, on utilise des approximations. Ça, c'est une des approximations qui a été utilisée. Donc, Y de t, c'est l'incidence à un temps t, c'est le nombre de cas que vous dépistez à t. Et finalement, vous allez diviser ce nombre de cas que vous avez trouvé aujourd'hui par tous les individus qui ont pu causer ces cas que vous avez observés à t. Et les individus qui ont pu causer ces cas que vous observez aujourd'hui, c'est des personnes qui étaient infectées il y a A jours, donc à t-A, et vous pondérez ça, là encore, par ce temps de génération, l'idée étant que finalement, après 12 jours après infection, vous avez très peu de risque d'infecter quelqu'un. Idem 1 jour après infection, mais vous avez un pic d'infectiosité aux alentours du 4e ou 5e jour. Donc ça, on l'a implémenté dans un outil qui est en ligne, que vous pouvez aller voir, qui est hébergé par le cluster de bioinformatique de l'IRD. Et donc, voilà, vous voyez, donc là, c'est l'incidence, donc le nombre de nouveaux cas. Ici, c'est les hospitalisations que je vous ai représentées, donc c'est jusqu'aux données d'hier. Donc, vous voyez le premier pic épidémique, l'été, une première croissance ici septembre avec un plateau et ensuite une sacrée explosion. Et actuellement, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que les hospitalisations sont en décroissance là, depuis un peu plus d'une semaine. Le nombre de reproductions qu'on peut calculer avec différents packages qui font des hypothèses différentes. Enfin, il y en a un qui est plus prospectif et l'autre qui est plus rétrospectif. Là, donc,
à partir des hospitalisations hier, vous avez l'état de l'épidémie il y a à peu près 2 semaines, parce qu'il y a entre 10 et 18 jours avant qu'une personne soit hospitalisée. Donc là, vous pouvez voir qu'aux alentours du 1er novembre, finalement, le nombre de reproductions était en train de passer sous la barre de 1. Donc là, ça c'est en ligne, vous pouvez aller le voir, et on a structuré ça pour pouvoir regarder ces valeurs par département, par région, ou dans d'autres pays. Un point important, c'est en particulier sur ce qu'on appelle la deuxième vague dans les médias, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité de cette épidémie en fonction des départements. Là aussi, c'est quelque chose qu'on met sur notre site depuis la fin avril. Ce nombre de reproductions, là, je l'ai calculé à partir des données au 12 novembre. Vous voyez que vous avez des départements où c'est en décroissance. Enfin, on pense que c'est en décroissance. La médiane est en dessous de 1, en particulier en Île-de-France. Dans le reste de la France, c'est potentiellement en croissance, et dans certains départements, c'est encore en croissance. Donc, vous avez une hétérogénéité de l'épidémie. Voilà, donc ça, c'est, je vous disais, les analyses qu'on peut faire dépendent du type de données. Avec l'épidémie de coronavirus, il y a eu quelque chose de relativement original. On avait commencé à voir ça au moment de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014. C'est qu'il y a eu un partage des données de séquences extrêmement rapide. Le premier génome qui provient d'un patient isolé en décembre a été publié dans les... Enfin, c'est la première séquence du coronavirus, publiée début janvier. Et depuis, voilà, il y a eu une publication très rapide, un partage très rapide de ces séquences via la plateforme GSAID qui était à l'origine conçue pour partager les données de grippe. Et du coup, ça nous a permis, grâce aux travaux notamment des 2 CNR, des centres nationaux de référence, de regarder un petit peu quelle était la structure de l'épidémie au travers des données génétiques du virus. Là encore, je pense que je peux passer vite au muséum. Vous devez tous être familiers avec ça, mais vous avez un parallèle, en fait, finalement, entre une phylogénie et une chaîne de transmission. Ce que j'ai représenté ici, donc le temps va de haut en bas, c'est la prévalence, donc le nombre d'infections à un moment donné, sur 3 épidémies simulées de manière aléatoire. C'est les mêmes paramètres, c'est des simulations stochastiques. Et en fait, ce qui est représenté à droite, c'est une phylogénie qui correspond à l'épidémie en noir. À chaque fois que vous avez un nouveau cas dans cette épidémie, ce que vous voyez bien là, le nombre de cas augmente, vous avez des embranchements dans la phylogénie. Donc en fait, si vous avez un échantillonnage complet, chaque embranchement finalement correspond à une nouvelle infection. Et à chaque fois que vous avez une baisse des cas, une guérison, vous avez une feuille dans la phylogénie correspondante. Donc si vous avez un échantillonnage complet, vous pouvez comme ça finalement avoir un parallèle au moins conceptuel entre la chaîne de transmission et la phylogénie. Et ce que vous voyez ici, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations dans cette phylogénie que dans cette courbe de prévalence. Parce que à partir de cette phylogénie, vous pouvez obtenir la courbe de prévalence. Il suffit finalement de sommer les branches actives à un moment donné, et vous avez le nombre d'infections en cours. Mais vous ne pouvez pas directement passer de cette courbe de prévalence à cette phylogénie. Et en particulier, la phylogénie permet, est enracinée dans le temps, a donc une composante temporelle que n'a pas la série temporelle des prévalences. Et ça va permettre notamment, c'est des travaux développés au cours des 10 dernières années, d'estimer des durées d'infection qui sont pas vraiment estimables à partir qui sont pas estimables à partir juste de la série temporelle de prévalence. Et évidemment, vous allez aussi pouvoir étudier des problématiques de structure géographique. Est-ce qu'on trouve dans la phylogénie des clusters, entre guillemets, de patients qui proviennent des mêmes régions? Parce que au final, l'hypothèse que vous avez, donc si chacune des feuilles ici sur la phylogénie correspond à une infection, ou un patient dont on a séquencé le virus, finalement, vous avez cette idée que plus 2 patients sont proches dans la phylogénie, plus ils sont proches dans la chaîne de transmission. C'est un peu ça l'idée. Donc, on a pu faire ça relativement rapidement. C'était notre rapport numéro 4 qu'on a publié le 30 mars à partir de 69 séquences. Alors, on voit plusieurs choses déjà là-dessus. On voit déjà qu'il y a eu plusieurs introductions. Vous voyez qu'il y a un gros clade ici et d'autres clades en haut. Et les clades en haut, vous pouvez peut-être pas voir, mais c'est des patients qui ont été séquencés en janvier
Donc ça, vous en avez entendu parler dans les médias, mais c'est les premiers cas de personnes infectées, enfin porteuses du virus, qui revenaient de Chine et qui ont été dépistés. Donc ça, c'est des virus qu'on a pu isoler, et vous voyez que finalement, ils tombent dans des clades différents de la majorité des séquences. Donc c'est un peu cette idée qu'il y a eu plusieurs événements d'entrée du virus en France. En Angleterre, où je crois qu'ils ont atteint les 100 000 génomes séquencés, ils ont estimé qu'il y avait eu plus d'une centaine d'événements d'introduction du virus en Angleterre. Donc ça, on le voyait déjà un petit peu avec ces 69 séquences. On voit aussi donc ce cluster principal ici qui correspond vraisemblablement à la vague épidémique. Et ce qu'on peut faire, enfin ce qu'on a pu faire, c'était dater en fait l'ancêtre commun de ce cluster, donc de savoir finalement quand était apparue cette vague épidémique. Et là, on trouvait un intervalle entre le 18 janvier et le 13 février. Enfin, la dernière chose qu'on a pu faire, c'est sur ce cluster, donc enfin ce cluster, plutôt ce clade, en prenant donc les séquences plutôt associées à la vague épidémique, on a pu là aussi estimer le temps de doublement à partir de modèles de phylodynamique, et on a trouvé des valeurs qui sont assez cohérentes avec ce que je vous disais tout à l'heure aux alentours des 3 jours. Là, on a un intervalle de confiance entre 1,3 et 5,5 jours. Alors, je crois que quasiment le jour où on a mis en ligne ce rapport, il y a eu énormément de séquences qui ont été partagées. Et donc, on a refait l'analyse, mais cette fois-ci avec 196 séquences. Et donc là, vous voyez bien mieux ce que je viens de vous expliquer sur les 69, c'est-à-dire ces séquences en noir, qui sont celles qu'on a enlevées, qui sont des introductions qui finalement n'ont pas conduit, qui n'ont pas contribué à la vague épidémique, et la vague épidémique, elle, avec le clade central, où là, au final, quand on a daté l'origine de ce clade, on n'est pas remonté beaucoup plus loin dans le temps, on était toujours entre le 19 janvier et le 15 février. L'avantage, c'est qu'on avait beaucoup plus de séquences, donc on a pu aller plus loin au niveau de l'analyse. En particulier, on a pu utiliser des modèles dans le logiciel BEAST qui sont basés sur des modèles d'évolution de naissance et de mort. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il découple le processus du naissance et de mort. Donc, naissance, dans le cas d'une épidémie, ça veut dire des nouvelles infections, et mort, ça veut dire des fins d'infection. Et quand on fait ça, donc on a estimé ainsi le nombre de reproductions sur 3 périodes différentes. Donc, ce qui était finalement jusqu'à la fin février, fin février fin février début mars, ensuite début mars jusqu'à mi-mars, et la période la plus récente, je crois qu'elle commence du 15 mars, elle va au 28 mars. Donc février, un peu février et mars, et clairement la deuxième partie de mars. Ce que vous voyez, c'est que en noir, donc là c'est la distribution des valeurs qu'on trouve, la médiane est ici. Quand on remonte trop loin dans le temps, en février, en fait, on n'arrive pas vraiment à inférer grand-chose. La ligne en tiret, c'est la distribution a priori, parce que c'est un modèle bayésien. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'informations. En orange, c'est la deuxième période. Donc là, c'est la partie qui correspond plus à fin février, début mars. Et là, vous voyez que fin février, début mars, on est sur des estimations de nombre de reproductions beaucoup plus élevées, de l'ordre de 2,5. Vous voyez aussi qu'on n'est plus tellement sur la forme du prior, donc on commence à capter de l'information. Et enfin, sur la période la plus récente, qui englobe en gros une partie un peu avant le confinement et après le confinement, vous voyez que le nombre de reproductions semble avoir beaucoup diminué sur la deuxième quinzaine de mars, où là, on est aux alentours de 1. Donc, c'est intéressant parce que pour faire ces estimations, on a juste utilisé les données de séquence et leur date. On n'a pas du tout utilisé les données d'incidence ou de prévalence. Et ce qui est encore plus intéressant selon moi, c'est quand on essaye d'estimer la durée de la période infectieuse, qui est encore une fois quelque chose qu'on ne peut pas estimer à partir des données juste d'incidence. Là, c'est la distribution a priori dans notre modèle, et là, c'est la distribution vers laquelle on converge. Et donc, vous voyez qu'on tombe entre 3 et 7 jours pour la durée de la période infectieuse, avec une médiane un peu supérieure à 5 jours, ce qui est très cohérent avec les estimations qui ont été faites sur les suivis de chaînes de transmission. Voilà. Malheureusement, cette analyse, elle s'est un peu arrêtée là, en fait. Donc là, je vous disais, c'est ce qu'on a fait cette analyse-là début avril. En rouge, c'est le nombre de séquences contribuées par la France en fonction du temps. Et vous voyez que à peu près là où on s'est arrêté, ensuite, bon, c'est une échelle log, mais ça a quand même stagné. En Angleterre, ils sont à peu près à 100 000 génomes. Il y a eu un petit bond en France, je vais y revenir, c'est quand l'IHU à Marseille a enfin contribué à partager ces séquences.
Mais même avec ça, vous voyez on reste en dessous de l'Espagne, des Pays-Bas et très très loin derrière l'Angleterre. Là, c'est le pourcentage des génomes européens qui ont été contribués par la France. Donc, vous voyez le petit rebond dont je viens de vous parler. Alors juste sur petit rebond, j'espérais pouvoir vous présenter les résultats, mais on est encore en train de les analyser. Donc ça, c'est juste pour vous montrer le nombre de séquences par région de France, par mois. Et donc, en jaune, c'est ces séquences de l'IHU là dont je viens de vous parler, qui n'étaient pas à disposition avant le mois d'octobre. Donc on ne sait pas encore trop ce que ça va donner. Et vous voyez quand même aussi en Occitanie, par exemple, ou en Île-de-France, il y a eu des partages de génomes plus récents. Donc là, on est en train en fait d'essayer de reproduire cette analyse pour voir si on arrive à bien détecter sur le nombre de reproductions l'effet du confinement et les effets du déconfinement. Là, c'est la structure de l'épidémie. Donc vous voyez qu'il semble y avoir des petits clusters. On a dû gérer un peu l'échantillonnage parce qu'il y a beaucoup de séquences, mais voilà, il semble y avoir quand même toujours cette structure un peu géographique. Donc les données, ce sera vraiment un des messages importants qui sont que pour la modélisation, ça dépend vraiment des données disponibles. Si vous avez que des incidences ou que quelques séquences, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Pour retracer un peu le film, en fait, c'est à partir du 27 mars que Santé publique France a publié sur data.gouv.fr les données détaillées de l'épidémie, d'hospitalisation et de réanimation. Avant cela, en fait, il fallait un peu bidouiller. Le 2 avril, il y a eu les publications des décès en EHPAD, et le 23 avril, il y a eu ce que nous, on attendait, on avait demandé depuis début avril à la Société française de réanimation, à la PHP, à Santé publique France, sans jamais recevoir aucune réponse, c'était les durées des séjours en réanimation et l'âge des patients. Et parce qu'en fait, on n'arrivait pas trop à faire fonctionner le modèle. Ça, c'est un peu pour vous représenter la difficulté. Donc ici, les ronds sont les données de mortalité chaque jour, et les triangles bleus, c'est les admissions en réanimation, chaque jour aussi. Et ce qui est représenté avec des traits pleins, c'est le meilleur modèle que vous puissiez faire, le meilleur modèle markovien. Un modèle markovien, c'est un qualificatif qui s'applique à la plupart des modèles qu'on utilise en routine, les modèles d'équations différentielles, par exemple, que vous connaissez probablement. Markovien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire, dans le... Comment dire? C'est que l'histoire d'un individu n'affecte pas la probabilité qu'un événement se produise. Je prends un exemple. Si j'ai pas été infecté par le coronavirus hier, j'ai la même probabilité d'être infecté demain que si je suis pas infecté depuis une semaine. Autre exemple, si je suis infecté depuis une semaine, j'ai la même probabilité de guérir que si je suis infecté depuis un jour. Enfin voilà, votre passé n'affecte pas les événements du modèle. Et c'est une hypothèse qu'on fait très souvent en modélisation, qui souvent ne pose pas de problème sur le temps long, mais quand vous voulez estimer une épidémie à court terme, à faire de l'estimation dans l'urgence, ça devient beaucoup plus important. Vous vous doutez bien que si je suis infecté depuis 2 semaines, j'ai quand même plus de chances de guérir que si je suis infecté depuis un jour. Et pour ça, on avait besoin justement de paramétrer notre modèle un peu plus. Donc là, c'est le travail de Mircea Sofonea, notamment dans l'équipe, qui a conçu un modèle en temps discret. C'est vrai qu'on travaille plutôt avec des modèles en temps continu d'habitude, notamment pour des raisons statistiques. Mais l'avantage de ce modèle en temps discret, c'est qu'il permet vraiment de calculer cette mémoire des processus, cet aspect non markovien. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que le modèle est relativement compliqué, mais en gros, les points importants, c'est que vous avez des hôtes sensibles et on suit leur âge, I, parce que la virulence du SARS-CoV-2 est très dépendante de l'âge. Ces individus donc d'âge I peuvent être infectés. Une proportion θ-I va développer des infections sévères et 1- θ-I des infections légères. Et ensuite, ce que je vous disais, c'est un modèle en temps discret, donc on va être infecté léger au jour 1, puis au jour 2, etc., au jour G, et ensuite on guérit. Et les infections sévères, elles, pareil, vont aussi vieillir, entre guillemets, mais chaque jour, il y a une probabilité d'être hospitalisé. Et ensuite, et c'était ça la donnée qui nous avait manqué, c'est-à-dire que vous avez un peu 2 parcours de soins dans le milieu hospitalier. Vous avez les personnes qui, en fait, vont décéder très vite et vont toutes décéder. C'est un petit peu les personnes qui arrivent en réanimation trop tard, si vous voulez. Et un parcours de soins plus normal, où là, chaque jour, les personnes vont avoir une probabilité de sortir
de réa, soit en décédant, soit en guérissant. Donc ça, c'est notre modèle le plus détaillé, qui est en temps discret, ce qui a l'avantage de prendre en compte ces effets non markoviens. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la capture de l'épidémie. Alors, j'ai pas le temps de détailler, mais c'est un défi statistique en soi pour faire une inférence robuste, quoi, pour pas juste mettre une seule valeur de courbe, parce que, enfin, on a vu, j'y reviendrai, mais une épidémie de pseudo-modèles ou en gros de gens qui font des modèles sans donner aucun intervalle de confiance, qui est évidemment une aberration. Là, vous voyez qu'on s'en sort pas mal au niveau de capturer la dynamique. On trouve un nombre de reproductions qui est de l'ordre de 3, une origine de l'épidémie vers la deuxième quinzaine de janvier, et un effet du confinement qui est d'avoir amené ce nombre de reproductions depuis 3 vers 0,7. Donc voilà, on divise entre 4 et 5, quoi. Et au final, selon nos estimations, on estimait que vers le 11 mai, il y avait de l'ordre de 3% de la population qui était infectée. Ça dépend énormément de la valeur qu'on utilise pour la proportion de létalité, mais je pourrais peut-être y revenir. Ce modèle, on l'a implémenté sur une plateforme en ligne qui est aussi hébergée par le serveur de l'IRD, CovidSim. L'idée, c'était que voilà, tout un chacun puisse s'approprier un petit peu ces aspects qui sont encore une fois contre-intuitifs. Et on a permis sur le site de simuler des interventions, des confinements adaptatifs, ce genre de choses pour voir un petit peu voilà, comment l'épidémie répond aux mesures de santé publique. Une des choses qu'on peut faire avec ce modèle, c'est se projeter un petit peu sur le déroulement de l'épidémie. On a essayé, par exemple, de regarder ces stratégies de confinement adaptatif stop and go en anglais, qui ont été pas mal reprises dans les médias. Donc l'idée dans cette stratégie, c'est que vous allez relâcher le contrôle de l'épidémie. Alors ce relâchement peut être plus ou moins fort, c'est ce qui est représenté par la couleur ici. Donc en vert, en fait, on relâche complètement, on revient à un état 2019. Et en marron, on maintient quand même un contrôle sur l'épidémie avec des mesures type port du masque, distanciation physique. Donc, vous relâchez l'épidémie et quand une valeur seuil, enfin une valeur référence passe au-dessus d'un certain seuil, vous redéclenchez le confinement. Donc, cette valeur qui peut passer au-dessus d'un certain seuil, ça va être typiquement le nombre de nouvelles personnes admises en réanimation pour Covid. Et donc, c'est ce qui est représenté ici, où là, en fait, on a regardé différents seuils pour déclencher le confinement adaptatif. Donc, vous relâchez à un certain niveau, et quand le nombre d'admissions en réanimation arrive à un certain seuil, vous reconfinez jusqu'à ce qu'on repasse en dessous de ce seuil, et vous, ben voilà, c'est pour ça que ça s'appelle stop and go, vous avez une répétition de ce processus. Qu'est-ce que nous apprend le modèle là-dessus ? Alors déjà, il nous apprend une chose qui est que plus vous relâchez, donc plus vous allez vers la gauche, moins vous allez passer de temps relâché. C'est-à-dire que la proportion du temps pendant lequel vous êtes en contrôle relâché est inversement proportionnelle au contrôle que vous maintenez sur l'épidémie. Autrement dit, si vous voulez éviter de faire des confinements, il faut maintenir un contrôle sur l'épidémie. Et plus vous relâchez le contrôle sur l'épidémie, plus vous allez être confiné. C'est le premier résultat. Et le second résultat, c'est que le seuil à partir duquel vous déclenchez le confinement va grandement affecter, bon, on a pris la mortalité comme variable réponse, mais à défaut d'une autre, c'était la mortalité d'ici la fin 2020. Vous voyez que si vous déclenchez le confinement très tôt, donc dès que vous avez 5 patients admis en réanimation par exemple, vous allez au final avoir beaucoup moins de décès que si vous déclenchez le confinement très tard. Bon, évidemment, plus votre contrôle est maintenu sur l'épidémie, moins l'amplitude est grande, mais c'est un peu ça l'idée. Et je ne voulais pas représenter sur une diapositive, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le temps, enfin on le voit un petit peu ici, le temps que vous allez passer confiné ne dépend pas de ce seuil avec lequel à partir duquel vous déclenchez le confinement. Autrement dit, si vous déclenchez le confinement très tôt ou si vous déclenchez le confinement très tard, vous allez passer la même proportion du temps confiné. Et la raison intuitive, c'est que si vous déclenchez le confinement très tard, bah, il faut attendre plus longtemps pour que le confinement fasse son effet et repasser sous le seuil. Donc en résumé, ce que dit le modèle, c'est que
enfin, les suggestions de ce modèle en termes de santé publique sont que c'est une mauvaise idée de relâcher le contrôle complètement parce que du coup, vous allez devoir confiner plus souvent et que ça ne sert à rien, entre guillemets, d'attendre pour reconfiner parce que vous allez devoir rester confiné plus longtemps. Et tout ce que vous aurez récupéré dans ce temps-là, c'est un nombre de morts plus élevé. On retrouve en fait des choses qui sont bien connues en santé publique, qui sont que les mesures de contrôle de l'épidémie, vous avez intérêt à les prendre tôt dans l'épidémie, parce que plus vous les prenez tard, et moins elles sont efficaces d'une certaine manière. Pour conclure la présentation, je vais parler un peu de, enfin je vais digresser un petit peu, revenir un peu à l'introduction sur la LPR, mais sur les liens entre modélisation et société. Nous, je vous disais, on a commencé à travailler là-dessus en grande partie parce qu'on ne voyait pas grand-chose paraître en France autour de ces thématiques, alors qu'il semblait y avoir une énorme demande. Et enfin, au final, au tout début, c'est vraiment les modèles d'Imperial College qui étaient en plus même pas paramétrés pour la France, qui ont servi à guider les politiques. Donc nous, on était plutôt partis là-dessus avec une volonté d'essayer de diffuser le plus possible ces modèles, parce que, bon, à part notre modèle discret qui est vraiment très fouillé, les autres analyses que je vous ai montrées sur le nombre de reproductions, c'est des choses assez classiques. Donc on a fait des rapports qui sont en français et qui étaient vraiment voilà, à destination du grand public. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé de plus en plus sollicité pour faire des prévisions ou des analyses. Et c'est vrai que là aussi, il y a relativement peu d'équipes en France qui se sont collées. Donc ça représente un petit peu le type d'analyse. Ça, c'est Mircea Sophonia qui l'a généré hier, celle-là, à partir des dernières données en date. Alors, c'est un peu le même formalisme que tout à l'heure, mais un peu différent. Donc, je vais vous le réexpliquer, mais là, c'est la mortalité en rose, c'est la mortalité journalière. En bleu, c'est les admissions en réanimation. Et là, ce qui est nouveau, c'est que il y a en vert l'incidence journalière telle qu'estimée par le modèle. Donc, c'est pas les dépistages officiel de Santé publique France, c'est vraiment le nombre de nouvelles infections qu'on estime à partir du modèle. En noir aussi, j'ai oublié de le dire, c'est le nombre de reproductions tel qu'on l'estime. Donc ce qu'on voit avec ce modèle, je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait estimé un effet du confinement vraiment fort, une baisse à 0,7. On voit que le premier déconfinement en mai a finalement pas été vraiment un déconfinement, que l'épidémie est restée vraiment sous contrôle, et que même quasiment jusqu'au 15 juin, vous aviez une épidémie quasiment sous contrôle. Donc une forte inertie du confinement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin rétrospectivement, quand on regarde en juin, les écoles étaient fermées les lycées étaient fermés, les universités étaient fermées, les écoles étaient ouvertes un jour par semaine. On était dans des conditions bien plus strictes que ce qu'on a aujourd'hui. En revanche, on voit qu'à partir de la mi-juillet et quasiment en fait jusqu'au dernier confinement, l'épidémie a cru à peu près à la même vitesse. Et donc là, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on a encore du mal à estimer exactement l'effet du confinement. Là, c'est probablement une prévision un peu trop optimiste parce qu'on a un effet week-end. Enfin, idéalement, il faut vraiment attendre une semaine pour avoir une meilleure estimation. Mais on voit un effet prolongé du confinement qui se combine probablement à l'effet des vacances aussi, qui a pu arriver à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'est le genre d'analyse qu'on peut faire en rétrospectif et ça nous apprend quand même pas mal de choses, enfin, notamment voilà, le fait que l'épidémie était sous contrôle en juin et aussi le fait que depuis la mi-juillet, finalement, elle croît et à peu près à la même vitesse, quoi. Il n'y a pas eu une énorme accélération. Et là où on est vraiment dans ces problématiques, c'est qu'on se retrouve un peu en position de... Enfin, comment dire, quand vous faites de la modélisation en santé publique, si vous faites un scénario plutôt pessimiste, vous le faites pour pas qu'il se réalise, quoi. Et si le scénario se réalise, c'est que c'est mauvais signe. En gros, si on est des Cassandres, c'est que c'est pas bon signe. Ce qui est sur cette diapositive, c'est une prévision qu'on avait publiée le 10 septembre, je crois, de mémoire. Et qui disait en gros, voilà les données jusqu'au 7 ou 8 septembre. Bon, on ne présente pas celles de août, mais elles sont utilisées dans le modèle. Si rien ne change en France, voilà quelle est la dynamique à laquelle on peut s'attendre pour la mortalité cumulée et pour les patients présents en réanimation. Et donc, en gros, on disait, vous voyez, aux alentours de la première semaine de novembre,
si rien ne change dans la dynamique, en gros, d'après le scénario médian, on va arriver à 5000 personnes en réanimation. Bon, bah, malheureusement, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et bah, ça dit des choses sur la manière dont l'épidémie est gérée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'au même moment, bah, le 10 septembre aussi d'ailleurs, vous aviez une tribune qui est parue dans le Parisien. Et bon, j'aurais pu prendre pas mal d'exemples de malscience, comme dit Nicolas Chevaussier-Louis, mais j'ai choisi celle-là parce que bon, il y a eu plein de tribunes intellectuelles, de médecins, etc. Mais celle-là tranche un petit peu parce que les gens se mettent en avant vraiment comme scientifiques. C'est-à-dire, c'est nous scientifiques. Et donc cette tribune, entre autres choses, bon, elle part évidemment d'un bon sentiment bien partagé, quoi, qui est que le confinement a été très violent. Mais pour faire passer son message, elle s'appuie sur des choses qui sont soit extrêmement trompeuses. Donc je vous ai sélectionné 3 phrases, mais nous ne sommes pas en guerre, mais confrontés à une épidémie qui a causé 30 décès le 9 septembre. C'est vrai. Et encore, ils auraient coupé la phrase à 30 décès le 9 septembre, j'aurais moins trouvé à y redire, mais ils insistent en précisant contre 1438 le 14 avril. Et là, c'est particulièrement trompeur, c'est-à-dire que le 14 avril, certes, il y avait 1438 décès par jour, mais si vous revenez un mois avant, le 14 mars, vous étiez pas loin des 30 décès aussi. Donc, c'est une phrase qui est extrêmement trompeuse parce que bah, elle reprend en fait, elle fait fi de ce que je vous expliquais sur la croissance exponentielle de l'épidémie et le décalage dans le temps. Et la deuxième chose d'autant plus choquante, c'est voilà, cette phrase, mais de même que l'imposition du port de masque dans la rue, y compris dans les régions où ne circule pas, l'efficacité du confinement n'est pas démontrée scientifiquement. Et alors ça, c'est vraiment, enfin, c'est la négation finalement de toute démarche scientifique. Enfin, c'est vraiment une illustration de ce que Nicolas Chevaussier-Louis appelle la malscience. C'est-à-dire que c'est des gens qui, pour une idéologie quelconque ou pour un agenda personnel quelconque, vont finalement tordre la science pour la faire coller aux cases qu'ils veulent. Et bon, en soi, comment dire, bon, en soi, ça pose un problème pour ces gens-là, quoi. C'est-à-dire les Toussaint, les Mukieli, c'est-à-dire que de leur point de vue, plus personne ne pourra leur accorder la moindre crédibilité scientifique. Mais ça va beaucoup plus loin que ces signataires parce que, et là encore, le bouquin de Nicolas Chevaussier-Louis est très bien là-dessus, c'est qu'il dit, bon, quand vous fraudez une étude qui est sur, je sais pas moi, bah, la taxonomie des papillons, allez, vu qu'on est au muséum, bon, bah, c'est pas bien, il faut pas le faire. Mais quand vous faites ça sur des problématiques de santé, et a fortiori dans un contexte de pandémie, ben, ça conduit directement à des morts. Et ça, c'est un peu la leçon de ça, c'est-à-dire que cette combinaison de... Clairement, évidemment, la seconde vague qu'on vit actuellement n'est pas uniquement due à ces pseudo-scientifiques, mais il y a eu clairement un attentisme de la France. Là, je vous ai représenté là-dessus le nombre de morts par habitant. Vous voyez que bon, la première vague a été extrêmement meurtrière, mais selon moi, la première vague a vraiment reflété l'ordre dans lequel les pays ont été touchés. Les pays qui ont été touchés les plus tôt, notamment l'Italie que je n'ai pas représenté, ont eu beaucoup plus de décès. En revanche, sur la deuxième vague, là, on voit enfin, vraiment que la France se retrouve avec une mortalité extrêmement élevée. Élevés, même que des pays comme l'Angleterre, qui avaient moins confiné. Et on voit se dégager enfin, les stratégies telles que celles du Danemark ou de l'Allemagne, qui elles, ont pas du tout, à l'inverse de la France, qui cet été, enfin depuis juillet, en gros, a relâché à peu près toute espèce de contrôle, ont plutôt, eux, entendu ce message qui est que le contrôle qu'on maintient sur l'épidémie, ça permet vraiment d'éviter les confinements et les morts. Donc au final, le message, c'est que en niant la réalité et la gravité de l'épidémie, que ce soit pour des bonnes ou des mauvaises raisons, finalement, ça a conduit à ne pas contrôler l'épidémie et donc ça a directement conduit à cette deuxième vague, enfin à une deuxième vague aussi meurtrière et à ce deuxième confinement. Voilà. Pour conclure, bon, il y a énormément d'inconnus dans ces modèles et sur l'épidémie en général. J'ai pas parlé de la superpropagation, qui est le fait que
on parle d'un R0 de 1,3 par exemple, mais en fait, certaines personnes vont infecter 2 personnes, d'autres 10 et un certain nombre 0. Et cette hétérogénéité est essentielle pour comprendre la propagation de l'épidémie. Elle est relativement mal connue parce qu'on sait détecter des événements de superpropagation, mais ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de savoir quelle proportion de la transmission ils représentent. On a beaucoup d'inconnus sur les lieux où se font la majorité de la transmission, là encore en relatif. Nous, on avait déposé avec le CHU de Montpellier un projet ANR pour essayer d'estimer dans les foyers montpelliérains, d'aller voir en fait dans les foyers où on savait qu'une personne avait été infectée dans la famille, voir si le mari, les enfants et même les animaux domestiques étaient infectés, pour vraiment avoir cette idée de, surtout qualifier quel était le risque à renvoyer les personnes chez elles. Bon, ça n'a pas été financé par l'ANR. On attend, ça fait plus d'un mois, on attend de savoir, d'avoir les revues. Il y a des grosses questions sur la durée de l'immunité. On sait qu'elle est robuste pour le moment. Là, on est en train d'analyser des données où il semble que vraiment les événements de réinfection soient très rares. Pareil sur les effets saisonniers, on n'a pas encore eu 12 mois de circulation d'épidémie en France. Au niveau international, on n'a pas trop besoin de ces effets saisonniers pour les comparaisons entre pays, mais vous avez tellement de différences entre pays que c'est pas impossible qu'il puisse y avoir des effets saisonniers à pays constants. D'énormes incertitudes sur la transmission en fonction de l'âge, parce qu'on sait mesurer la quantité de virus, mais déjà il faut savoir si le virus est infectieux ou pas, et ensuite la charge virale est seulement une des composantes de la transmission. Il y a toute une composante sociale, environnementale qui va derrière. Et enfin, l'évolution virale. Pour le moment, ça c'est vrai que c'est un des points qui nous surprend, nous, en biologie de l'évolution, c'est que moi, vous m'auriez demandé, je me serais attendu à ce qu'on détecte beaucoup plus de mutations adaptatives. Vous avez eu des millions d'infections, un virus qui apparaît dans une nouvelle population. Bon, il y a une mutation qui semblerait, et encore c'est débattu, mais pourrait augmenter la transmission du virus, qui n'affecte pas sa virulence, mais qui pourrait augmenter sa transmissibilité. C'est encore débattu, et c'est une seule mutation. Et à l'inverse, vous trouvez parfois chez certaines personnes infectées un virus qui a exactement la même séquence que le tout premier virus séquencé en décembre, donc vraiment une vitesse d'évolution, une divergence qui est relativement limitée. Et pour conclure vraiment, donc on est toujours dans un contexte de crise. Bon, c'est vrai que j'ai pas remis à jour cette diapositive, mais je pense que c'est évident pour tout le monde avec ce deuxième reconfinement. Il y a une persistance d'intuition trompeuse chez beaucoup de personnes. D'une part, le risque de la transmission asymptomatique. D'autre part, ce risque de croissance exponentielle qui est vraiment contre-intuitif. Et enfin, c'est en gros, le fait qu'on ait vécu une deuxième vague de cette ampleur vous montre à quel point la croissance exponentielle est dure à comprendre, parce que là, on est passé sur une croissance exponentielle qui était de l'ordre de 3 jours à 20 jours. Donc, on peut se dire que 20 jours, on a quand même beaucoup plus de temps de voir venir, mais on a quand même laissé la situation dégénérer, et c'est vraiment le propre de la croissance exponentielle, c'est qu'au début, elle semble négligeable, et qu'à partir du moment où elle est plus négligeable, c'est trop tard parce que ça croît beaucoup trop vite. Et le dernier point, qui est aussi ce décalage entre l'état de l'épidémie et ses manifestations. Les personnes qui sont admises en réanimation aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont été infectées il y a 2 semaines. On n'a toujours pas de médicaments très efficaces. Bon, il y a un médicament qui diminue la mortalité de certaines personnes admises en réanimation de 30%. Ce qui est en tant que tel est énorme en fait. Si pour une maladie vous trouvez un médicament qui diminue la mortalité de 30% aujourd'hui, ce serait un énorme papier, mais effectivement on aimerait quelque chose qui fonctionne mieux. Et sur les vaccins, vous avez dû tous voir dans la presse les firmes pharmaceutiques qui commencent à annoncer des résultats non publiés sur leurs vaccins. Bon, il n'y a pas de publication, donc c'est très compliqué d'en dire quoi que ce soit, si ce n'est que les suivis sont sur 2 mois et que toute la question, ça va être la durée de cette protection. Et donc en conclusion, malheureusement, les leçons du printemps n'ont pas vraiment été tirées, en particulier sur le fait que cette crise, elle appelle une réponse au niveau populationnel. Et donc nous, dans la recherche et l'enseignement supérieur, ça a été doublement non tiré avec l'imposition d'une LPR délétère qui se couple à une stratégie globale sur la pandémie extrêmement floue. Voilà. Et donc je vais conclure en remerciant encore une fois tous les membres de l'équipe,
Tous les personnels de santé de terrain, notamment dans les autorités régionales de santé, c'est eux qui compilent tous les chiffres chaque jour, qui font remonter ça à Santé publique France et qui permettent de générer les données que beaucoup de gens utilisent maintenant. Tous les laboratoires des CHU et autres et les centres nationaux de référence qui ont contribué des séquences à la base de données GSAID. Le cluster de calcul South Green de l'IRD de Montpellier sur lequel on a fait les analyses phylogénétiques et qui héberge un certain nombre de nos applications. Et la région Occitanie qui nous a financé assez rapidement, qui a convaincu l'ANR qui nous avait refusé de finalement nous financer sur un projet de phylogénie. Et voilà, et donc on pouvait retrouver on a fait un site web en fait où on publie un peu nos rapports et on est même passé sous Twitter, c'est dire, pour publier nos prévisions. Voilà, si vous avez des questions, je serais très heureux d'y répondre. On va applaudir. Merci beaucoup. Et donc, on peut passer aux questions. Moi, je peux commencer peut-être, si c'est possible. Vas-y. On m'entend? Oui, oui. Bon, d'accord. Alors, merci beaucoup. C'était formidable, magnifique séminaire. On a beaucoup de chance. Moi, je me suis demandé si, est-ce que par hasard, vous avez pensé à faire un modèle pour simuler l'effet de la vaccination? Alors, on y travaille. Donc, il y a Bastien Reyné qui a eu un financement doctoral et l'idée, effectivement, c'est qu'il travaille sur ces questions de vaccination qui soulèvent… Enfin, il y a plein de paramètres en fait, à prendre en compte dans la vaccination, tant sur le vaccin lui-même, c'est-à-dire quelle est son efficacité, quelle est sa durée, que sur les populations après en tant que telles. Après, il y a des modèles qui ont été publiés. Science a publié un modèle qui, à mon avis, est à peu près du niveau master, mais en ce moment, la crise met en lumière tout ce qui fonctionnait pas très bien, et tout ce qui avait des problèmes. Et le système de publication, c'en est un. Donc vous avez des choses qui sortent aujourd'hui. Beaucoup de journaux fonctionnent comme on fonctionne nous avec les preprints, quoi. Ils regardent s'ils connaissent le nom de la personne, si la personne a déjà publié des choses là-dessus. Donc voilà, mais pour répondre en bref, oui, on commence à travailler un petit peu sur ces histoires de vaccination et quelles sont les… Disons que notre intuition, c'est que vous avez un peu deux grands types de stratégies au niveau de la vaccination. Soit vous avez la possibilité d'avoir un vaccin qui est suffisamment efficace pour éradiquer l'épidémie, enfin empêcher une vague épidémique, auquel cas il faut vacciner tout le monde, etc. Soit vous n'avez pas les moyens d'arriver à cela, donc d'empêcher l'épidémie en tant que telle, et dans ce cas-là, ce qui est peut-être le plus urgent, c'est de vacciner les personnes les plus à risque. Donc c'est un peu ça qu'on voudrait explorer. Oui. J'ai entendu la conférence de Boris Johnson, et c'est un peu ce qu'il préconise, c'est-à-dire qu'en Angleterre, ils vont vacciner les gens avec différentes classes, d'abord les plus âgés, puis après les gens à risque, les gens des hôpitaux d'abord, choses comme ça, enfin voilà. Oui, non, c'est ce qui semble le plus logique. Ouais. Je vais laisser les autres parler. J'ai d'autres questions, mais je reviendrai après. Lucie, tu lèves la main? Oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup, Samuel. C'était vraiment passionnant aussi. Je me joins donc aux remerciements. Moi, j'ai des questions très pragmatiques par rapport à vos analyses de phylogénie. Ma première question, c'est donc vous faites des phylogénies, j'imagine, avec des génomes en entier. Et donc, vos génomes, ils viennent des données qui sont produites par les CHU, comme vous avez dit avant. Et donc, à quel point est-ce que vous pensez que c'est représentatif, puisqu'évidemment, c'est un sous-échantillonnage, avec combien de génomes vous faites vos phylogénies? Et par curiosité, parce que moi, j'ai jamais travaillé en fait à ce niveau-là, c'est quel type de modèle vous utilisez? Parce que c'est des choses extrêmement proches, en fait. Donc, voilà ma question. Alors, oui, sur les biais, il y a, surtout au début, il y avait un énorme biais d'échantillonnage. Par exemple, il y a eu des suivis de clusters, et donc effectivement, sur les clusters, vous avez ça va vous énormément affecter la capacité des modèles.
plus on a de séquences et plus on peut se permettre d'améliorer cet échantillonnage. Donc, par exemple, le deuxième la dernière phylogénie que je vous ai montrée, la plus récente, par exemple, on empêche qu'il y ait deux prélèvements effectués le même jour dans la même région, pour essayer comme ça de panacher un peu. Donc ça, c'est un gros problème. Le souci lié au fait que, effectivement, si ça vient des CHU, ça va probablement être plutôt des cas sévères que des cas non sévères. Bon, ça, je ne suis pas certain que ce soit le cas. Il faudra aller regarder plus en détail dans les données. Ça posera un souci si c'est vraiment deux épidémies distinctes, en fait, dans la population générale et dans les cas sévères, ce qui semble peu probable. C'est-à-dire que, à partir du moment où les personnes sont hospitalisées, je vous ai dit, c'est 10 à 18 jours après l'infection, les contaminations, les 95% des contaminations, c'est en gros entre 2 et 11 jours après infection. Donc, en fait, les personnes, une fois qu'elles sont hospitalisées, elles sont un peu, de toute façon, elles ne transmettraient plus vraiment le virus. Donc, tout ça pour dire que échantillonner uniquement les personnes hospitalisées, a priori, on ne pense pas que ce soit des virus différents qui causent des infections sévères, on pense que c'est vraiment lié à l'âge, et on ne pense pas non plus que ce soit une population très spécifique en termes de circulation du virus. Donc ça, c'est sur les questions d'échantillonnage. Après, donc sur les modèles, donc, il y a plusieurs types de modèles qui ont été utilisés. Conceptuellement, ça ressemble effectivement beaucoup aux modèles qu'on développe pour les phylogénies d'espèces, hein, des types Yule ou autres. Il y a quelque chose qui, selon moi, fait l'originalité de la phylodynamique et en particulier des maladies infectieuses, c'est le fait que vous n'avez pas des arbres ultramétriques. Vous avez, quand vous travaillez sur des espèces, sur les poissons, si vous travaillez sur de l'ADN, ils vont tous être contemporains. Toutes les feuilles de la phylogénie proviennent de la même date. Là, vous allez avoir un échantillonnage et potentiellement, certaines feuilles vont être relativement proches de la racine. Et donc ça a fait appel à des modèles un peu différents. En gros, vous avez deux familles de modèles. Il y a des modèles qui sont plutôt des modèles de type coalescent et qui permettent d'avoir ces processus épidémiologiques, notamment la saturation du nombre d'hôtes susceptibles. Donc là, le modèle le plus en vogue sur les coalescents, c'est un modèle basé sur le coalescent structuré de Eric Volz. C'est ça que beaucoup de gens utilisent. Après, il y a une autre famille de modèles qui, eux, sont des modèles de naissance et de mort, birth death, qui sont aussi appliqués maintenant pour les espèces, en fait, pour distinguer les taux d'émergence de nouvelles espèces et d'extinction d'espèces. Donc, on peut appliquer ces modèles de naissance et de mort et obtenir une vraisemblance comme ça pour un modèle épidémiologique. Nous, dans l'équipe, après, je ne l'ai pas présenté, mais on utilise plus, on a développé des approches basées plus sur l'ABC, sur le calcul bayésien approché. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va simuler des phylogénies à partir d'un modèle épidémiologique. Et ensuite, pour des valeurs de paramètres variables, et ensuite, avec l'ABC, essayer finalement de trouver les phylogénies qui ressemblent plus à la vraie phylogénie et faire de l'inférence de paramètres. Donc voilà, c'est un peu les trois grands types d'approches aujourd'hui, coalescent, birth death ou ABC. Mais encore une fois, vraiment, ce qui est original selon moi, c'est ce côté de structure dans le temps, le fait qu'on n'a pas des arbres ultramétriques après la problématique, mais c'est ce que vous disiez, c'est vraiment celle de l'échantillonnage. Ça, c'est des choses qu'on aimerait fouiller justement avec les modèles ABC qui permettraient de simuler un échantillonnage en particulier. Merci beaucoup, j'ai de quoi faire avec tout ça. Merci. Pardon, Thierry, est-ce que tu avais une question? Oui, en fait, je voulais intervenir notamment sur les échantillonnages aussi. Parce qu'en fait, moi aussi, je travaille sur le sujet et c'est vrai qu'il y a des vrais soucis. Il y a plusieurs CNR en France. Il y a le CNR à Pasteur, mais il y a aussi des pseudo-CNR comme celui qu'on peut trouver à Marseille. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai souci en France de diffusion des données. Un autre problème majeur, c'est par exemple un des plus grands outbreaks qui a eu lieu en France, c'était quand même à Mulhouse. Il y a très peu d'études, très peu d'analyses, très peu de données disponibles sur les Mulhouse. C'est un peu la situation la plus absurde qui existe. Et que le point le plus chaud en France, un des plus chauds, il est sous-échantillonné, quasiment pas dans les données. Donc ça, c'est un souci français.
L'ANR française, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un appel d'offres en distribuant d'une façon parcellaire un peu d'argent. En Angleterre, ils ont fait autre chose. Ils ont mis plusieurs dizaines de millions de dollars sur la table. Ils ont pris les meilleurs. Ils ont dit, voilà, vous faites ça. Et ils l'ont fait. Donc en France, on a un problème de stratégie aussi. Donc il y a ces histoires de baronnie. Il y a des histoires de stratégie en distribuant de l'argent en petits morceaux. Il n'y a rien qui se fait. Donc ça, c'est un souci de fond. Je veux aussi intervenir sur un des aspects. C'était sur la fameuse mutation de la Spike, la D614G. Oui. Alors, dans mon équipe, on travaille sur des techniques un peu différentes. On utilise ce qu'on appelle le THD et le BLR. C'est des approches qui sont un petit peu plus grossières, mais qui permettent d'analyser des très gros jeux de données. Donc là, on travaille sur 170 000 génomes. C'est pas possible à faire avec du bayésien. Mais en fait, on a réussi à démontrer, statistiquement du moins, que effectivement, la mutation de la Spike confère un avantage sélectif. Très significatif statistique. Un avantage sélectif en termes de propagation, pas en termes de virulence. Donc ça va être publié. Voilà, donc c'est le genre de choses qu'on fait aussi, mais c'est bien d'interagir et d'échanger. Mais il y a vraiment des soucis sur l'échantillonnage français. C'est pour ça qu'on n'a pas eu encore de publication majeure là-dessus, parce que l'échantillonnage est trop parcellaire et complètement insatisfaisant à l'état. Merci beaucoup. Pierre? Ouais, j'avais une question sur donc tous les rapports qui ont été faits par ton laboratoire, Samuel, ETE. Et je me demandais en fait si nous, on a été exposés pas mal à ces rapports et ça nous a permis pas mal de suivre l'épidémie en tant que communauté, on va dire, en écologie évolution. Je me demandais si, au-delà de notre communauté à nous et de gens avec qui on a pu partager ces rapports, si tu avais une idée, Samuel, de l'impact qu'ils avaient eu et notamment si ces modélisations, elles avaient été prises en compte d'une manière ou d'une autre par les pouvoirs publics ou s'ils sont basés sur d'autres équipes d'épidémiologie ou sur, en fait, on ne sait pas trop quel type de données de modélisation. Enfin voilà, sur l'impact, on va dire, sociétal de tout ça. Ouais, pour commencer par la fin, je pense que malheureusement, le gouvernement, ça n'a pas trop été dans sa grille d'analyse, quoi. C'est-à-dire que le conseil scientifique qui est critiqué par plein de gens, mais honnêtement, heureusement qu'il y a un conseil scientifique, quoi, parce que quand on voit que tous les trucs pseudo-scientifiques, ils ont quand même pas fait tellement d'erreurs, et en plus ils ont fait le boulot. C'est-à-dire que eux, dès août, ils disaient on va au mur, regardez, si on continue avec une croissance comme ça, les modèles. Et donc voilà. Donc je pense que même eux n'ont pas été vraiment écoutés, mais bon, selon moi, c'est quand même ça qui a été la principale source de modélisation. On a eu des échos, nous, de nos rapports. Il y a eu un truc assez officiel, c'est l'Office des parlementaires des choix techniques et stratégiques qui nous a interviewés 2 fois autour de la modélisation, parce que c'est Cédric Villani en fait qui conduisait ça, et bon, lui, ça lui parle pas mal, la modélisation. Donc on a été interviewé là-dessus. Je pense que c'est à peu près le seul retour vraiment officiel qu'on ait eu. Après, on a eu des échos. En fait, un des tout premiers rapports qu'on a fait, qui était un petit modèle classique, quasiment conceptuel, quoi, avec plusieurs compartiments, qui est plus pour montrer le type de comment calculer un R0 dans un modèle compartimental. C'était finalement un des premiers modèles en français qui est sorti, et on a appris après coup qu'en fait, il y avait des unités de l'armée, par exemple, qui utilisaient ça. Bon, il était pas mal après notre modèle, hein. Il y avait une phase asymptomatique, une phase exposée, une phase asymptomatique, il était bien. Mais ça, et aussi, en fait, quand il s'agit de déconfiner, en fait, il y a relativement peu d'expertise en épidémiologie mathématique en France. Enfin, il y en a, je dirais, sur le versant très mathématique, comme souvent en France. Des gens qui faisaient vraiment ça, de l'épidémiologie en temps de crise en France. Vous aviez, je sais pas, trois équipes en France, quoi, 3 ou 4, mais vraiment très peu. Même nous, on est
nous, on fait plutôt de l'écologie de l'évolution des maladies infectieuses. Après, il se trouve que les outils sont les mêmes, donc on a pu basculer là-dessus. Mais c'est un peu ça que je trouve assez incroyable, parce que finalement, votre équipe, vous avez fait du très bon travail, mais c'est vrai que c'est pas votre cœur de sujet de faire l'épidémiologie humaine, on va dire. Et je trouve ça fou qu'il n'y ait pas. Moi, j'ai pas entendu parler d'autres équipes d'épidémiologie en recherche. Alors peut-être que je suis pas dans les bons tuyaux, qui ait fait cet effort, on va dire, de communiquer là-dessus, quoi. Ouais, non, c'est-à-dire que après nous, on a, ce que je dis, on a misé assez rapidement sur. Alors deux trucs, je voulais finir sur le fait que donc voilà, dans le milieu scientifique, c'est pas mainstream, mais du coup, dans le milieu plus semi-privé, quoi, les groupes de consulting et tout ça, qui sont ceux qui font les décisions. En fait, d'habitude, il y a toujours des rapports, des modèles qui sont pris quand on va faire pour la LPR. Je suis sûr qu'ils ont fait un rapport prévisionnel et tout. Sauf que tous ces groupes qui sont là, les Capgemini, les Axios et tout, eux, ils avaient zéro expertise en épidémiologie. Et donc là, on a vu ce néant-là. En gros, des échos qu'on a eu, voire on a été contacté directement par un Capgemini qui avait été mandaté par un ARS pour faire un modèle de déconfinement. Et en gros, ils nous disaient, on utilise vos modèles et tout, parce qu'ils nous demandent de faire le déconfinement, vous pourriez nous expliquer vos modèles. Donc, on dit, ah oui, Capgemini, vous vous faites payer pour faire vous reprenez notre modèle déjà qu'on a mis en licence libre, et en plus, vous voulez qu'on vous l'explique, c'est sympa. Donc, en tout cas, voilà, il y avait un néant au niveau même de ce qu'on appelle souvent les énarques et tous ces hauts fonctionnaires et tous les gens qui sollicitent d'habitude pour faire de l'expertise, quoi. Et même Christian Zellinger, qui est dans l'équipe, qui lui a un peu bossé dans des milieux un peu comme ça, du côté de Bill Gates et tout, quand on a fait nos premiers rapports, il disait mais les gars, mais vous vous rendez pas compte, ces rapports-là, et c'est sûr qu'ils sont facturés 10 000 € par le Boston Consulting Group, ou ces gens-là, eux, ils font des rapports plutôt moins bons que ça, et ils vont faire du copier-coller direct. Sur les équipes qui ont contribué, il y a celle de Simon Cochemez qui lui a été tout de suite. En fait, lui, il avait un historique de collaboration avec Santé publique France. Il était aussi dans le conseil scientifique, donc les modèles du conseil scientifique viennent de son labo et c'est son équipe qui fait les estimations de R pour le président Macron et tout ça. Il y a deux autres équipes qui sont celles de Pierre-Yves Boel à Jussieu, qui est en fait tout en charge du réseau Sentinelle notamment, okay. Et celle de Vittoria Colizza aussi, qui est à l'INSERM, qui elle faisait plutôt des modèles de transmission sur réseau. C'est vraiment les grosses équipes de modélisation en France qui étaient dessus et qui sont toujours dessus. C'est vrai que nous, on a eu cette spécificité aussi parce c'est là où on est assez naïf, quoi. Mais nous, on se disait, bon, ces modèles-là, on reprend des calculs de nombre de reproductions, on va pas faire une publication pour dire que voilà, le nombre de reproductions, il est tant en France. Donc, on s'est dit, on va plutôt faire des rapports en français, etc. Et d'une certaine manière, heureusement qu'on l'a fait, parce qu'en fait, là, on s'aperçoit qu'au niveau des publications, comme on doit être affiché écologiste, évolutionniste et tout ça, les journaux en épidémiologie, finalement, comme ils croulent sous les publications en ce moment, je vous disais, ils font une sélection un peu comme pour les preprints. Donc, ils disent, ces mecs-là, ils n'ont jamais publié de modèle d'épidémio sur des données. On va même pas, en fait, on n'est même pas envoyé en revue dans la plupart des journaux. Donc, heureusement qu'on a fait des rapports en français, sinon on n'aurait que nos yeux pour pleurer, quoi. Donc, voilà. Une réponse un peu trop longue. Mais c'est vrai qu'au niveau scientifique, c'est un peu déprimant. Ouais. Si je peux poser une question, apparemment, ils vont commencer ils envisagent le backward tracing, ils commencent à en parler maintenant en France. Il y a peut-être un petit peu une visibilité de l'hétérogénéité, puisque ça aide plus à détecter les clusters, puisqu'on va essayer de voir où les gens se sont contaminés plutôt. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégrable dans les modèles, ou est-ce qu'il n'y a pas besoin de cette granulométrie au niveau des modèles pour réussir à... Non, c'est une bonne question. Donc, effectivement, un des trucs qui est que... il y a évidemment des débats. Il y a un gros problème en France qui était la disponibilité des données. C'est quelque chose qu'on sous-estime, mais quand vous discutez, j'ai discuté avec une maître de conf à Polytechnique qui avait mis en place en fait juste un Shiny, une application en ligne pour que les urgentistes puissent savoir les taux d'occupation en réa dans les différents services. Parce qu'en fait, en mars,
les gars, dans leur ambulance, ils prenaient le téléphone, ils appelaient les différents services pour dire « il vous reste de la place, il vous reste de la place », jusqu'à trouver une place chez qui allaient mettre leurs patients. Donc, on a à peu près 10 ans de retard, en fait, sur tout ce qui est la centralisation des données et même la gestion des données en santé publique. Enfin, quand on compare avec le Vietnam, par exemple, où il y a un collègue de l'équipe qui est basé, c'est le jour et la nuit, quoi. Et tout ça pour dire que ça, on aurait dû déjà l'avoir avec plus ou moins une application Stop Covid. Enfin, c'est clair qu'il y a des problèmes de liberté publique qui sont en jeu, etc. Mais il y a un moment, il faut balancer les libertés individuelles et l'enjeu sanitaire. Et en gros, des gens qui donnent déjà toutes leurs données à Facebook, Google, etc. Avec Stop Covid, vous auriez déjà pu finalement avoir quasiment les réseaux de transmission quasiment en direct, quoi. Donc ça, c'est un truc sur les problèmes en tant que tels sur la connaissance des données. Et sur le backward tracing, le souci, c'est que c'est comme le dépistage, c'est ce que je disais sur les interventions en santé publique qui ont plus d'effets tôt dans l'épidémie. Le contact tracing, le Vietnam, c'est ça qui leur a permis de contrôler l'épidémie, d'avoir 300 cas et 0 mort jusqu'en juin. Ça marche quand vous avez peu de cas. Si vous avez 100 nouveaux cas par jour, vous pouvez aller suivre tous les contacts, etc. Quand vous avez 50 000 nouveaux cas par jour, vous n'allez pas pouvoir remonter ça. Après, bon, même sur une sous-proportion de ça, si des événements de superpropagation sont clés, ça vous permettrait de les identifier. Et effectivement, ça marcherait si la superpropagation, en gros, est liée à… Parce que ce qu'on ne sait pas très bien, bon, déjà, on ne sait pas très bien quel est l'impact relatif de la superpropagation. Et qu'est-ce qui causerait cette superpropagation? Est-ce que c'est quelque chose de biologique, c'est-à-dire des gens qui ont énormément de virus, des types porteurs sains par exemple, ou est-ce que c'est un contexte, un stade de foot ou un truc comme ça? Donc ça, c'est vrai que si c'est le contexte qui fait la superpropagation, le tracing permettrait de l'identifier. Et j'allais dire quelque chose là-dessus. Et après, oui, c'est une donnée importante. Donc ça, on bosse. Je ne l'ai pas présenté, mais avec Olivier Thomine, qui est à Marseille maintenant, qui lui a fait un modèle. Il y a eu beaucoup de modèles individus centrés, où vous allez simuler finalement des agents qui se déplacent. Ça, c'est très difficile parce que vous avez des modèles qui ont été publiés avec 200 paramètres, dont 50 sont choisis au hasard. Enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez derrière. Bon, Olivier, il a une structure pas mal où en fait il va récupérer les données d'OpenStreetMap, donc il a une résolution assez forte. Et ça, c'est important à plein de niveaux effectivement parce que vous allez avoir une hétérogénéité entre les individus et une hétérogénéité spatiale. Et ça joue peu en début d'épidémie. En début d'épidémie, on peut faire l'hypothèse que les chaînes de transmission sont indépendantes, que la croissance dans un quartier, dans le 5e arrondissement, finalement, elle est assez décorrélée avec la croissance dans le 16e. Parce qu'il y a peu de personnes infectées et peu de chaînes de transmission. Plus l'épidémie se propage, plus vous allez avoir des effets de saturation, c'est-à-dire que les personnes qui ont déjà été infectées ne peuvent plus être réinfectées, donc un quartier très touché va avoir son épidémie décroître, alors qu'un autre, ça peut augmenter. Et là, la structure spatiale commence à jouer, et donc effectivement, ouais, plus l'épidémie progresse, plus il y a de gens immunisés, et plus cette hétérogénéité spatiale devient importante pour comprendre et prévoir la dynamique épidémique. D'accord, merci beaucoup. Martine, j'avais une question là sur le nombre le pourcentage de population infectée au 11 mai. Donc, vous avez repris les chiffres, vous arrivez à 3,2%. Et bon, c'était à peu près, c'était les fourchettes aussi du modèle qui était décrit par l'Institut Pasteur, je crois. Ouais, ils étaient plus optimistes. Je crois qu'ils étaient plutôt de l'ordre de… Vous êtes vraiment pessimiste. Justement, je pensais qu'on était plus vers les 10% que vers les 3%, quoi. Ah, le 11 mai, non, le 11 mai, on n'était pas à 10%. Enfin, nous, on pense vraiment qu'on n'était pas à 10%. Faut voir que l'Institut Pasteur a revu… En fait, il y a deux manières de savoir qui a été infecté. La première, c'est de faire des études sérologiques, c'est d'aller échantillonner la population. Le problème que vous avez là, c'est le muséum, vous devez bien connaître, mais le biais d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'il faut arrêter à échantillonner une population représentative. Mais bon, c'est faisable, et l'INSERM a commandé des grosses études comme ça. L'autre possibilité, c'est
d'utiliser un modèle sous-jacent, comme on a fait nous, et à partir de ce modèle, d'essayer d'estimer quelle est la proportion de personnes qui ont été infectées. En fait, ce qu'on fait, nous, c'est que nous, on n'utilise pas les données de dépistage de notre modèle, on n'utilise que les données d'hospitalisation et de décès. Donc, on prend ces données-là parce que l'échantillonnage est très bon. Vous n'allez pas louper des personnes qui sont en réanimation pour Covid parce qu'elles n'auront pas été étiquetées Covid. Donc, vous approchez les 100% de dépistage. La difficulté, c'est que vous avez une autre inconnue qui est quelle est la proportion des personnes qui ont été admises en réanimation, quelle est la proportion des personnes qui ont décédé. Exactement. Et donc cette estimation-là, c'est pour ça que c'est très compliqué d'estimer quelle est la proportion des personnes qui l'ont eu. Ça dépend beaucoup de ce qu'on appelle la proportion de létalité, qui est la proportion des personnes infectées qui vont décéder. Et c'est très dépendant de l'âge. Donc vous allez avoir une valeur moyenne pour les pays qui va dépendre de la pyramide des âges. Et à ce jour, on se basait énormément sur les données du Diamond Princess, là, qui est ce navire de croisière oui, bien sûr. du monde. Oui. Et avec les données du Diamond Princess, plus les données des vols de rapatriement en Chine, il y a eu un article du groupe d'Imperial College. Quand on convertissait ça à la pyramide des âges en France, on trouvait de l'ordre de 0,9% pour la population française. Et donc au tout début, l'Institut Pasteur, ils étaient à 0,5%. Ils étaient vraiment optimistes. Et je crois qu'ils ont revu leur estimation. Il y a aussi une deuxième étude de Henrik Salge, là, qui est à l'université de Cambridge, qui a combiné un peu les deux, qui a aussi utilisé les données de séroprévalence. Et à mon avis, aujourd'hui, on converge quand même vers une valeur qui est plus des alentours de 0,8%. Et au final, si vous connaissez cette proportion de létalité, ce Infection Fatality Ratio, l'IFR, bah, quasiment avec une règle de 3, vous pouvez savoir le nombre de personnes qui ont été infectées. En fait, vous prenez les décès. Nous, on prend les décès hors EHPAD parce que ça biaise quand même. Les épidémies dans les EHPAD vont vraiment fortement augmenter la mortalité. Mais si vous prenez la mortalité hors EHPAD et vous divisez par 0,8%, bah, vous allez avoir une estimation un peu grossière, mais du nombre de personnes qui ont été infectées. Oui, d'accord. Mais bon, alors, et là maintenant où on est capable de détecter le virus beaucoup mieux, est-ce que finalement, le fait qu'on peut faire des tests et tout ça, ça pourrait… ça permet une meilleure estimation? Non, parce qu'on estime, on estime vraiment après coup, donc c'est vraiment le dépistage sérologique. Ça, c'est des données. J'avais vu passer des articles qui ont justement montré qu'en allant chercher donc les anticorps dans le sang après infection, on arrivait à montrer que l'épidémie pouvait être sous-estimée chez certaines personnes. Donc le dépistage en PCR, donc du virus présent lorsque l'infection est active, pouvait marcher moins bien, notamment chez les enfants. En fait, je crois qu'ils trouvaient que vous aviez un enfant sur 6 qui avait été, parmi les enfants qui avaient des anticorps, donc qui avaient été exposés à l'infection, qui avaient monté une réponse, il n'y en a que 1 sur 6 qui avait été testé positif. Donc, c'est-à-dire que c'est plus compliqué, faut vraiment tester au bon moment pour avoir la positivité chez les enfants. Donc, c'est plutôt ça qu'on pourrait améliorer avec des tests de dépistage plus fins. Oui. Merci. Donc, on va se quitter là, peut-être. Et donc, voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore ou c'est bon? Bon, bah, super. Merci beaucoup. Bonne... Super intéressant. Bon, bah, écoutez, merci pour l'invitation. Merci. Et puis, merci beaucoup. Et puis, très bonne journée à tous. Bonne manifestation. Je vais me remettre. Au revoir. Ouais, je voulais dire